Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 entreprises qui ont sorti leurs résultats trimestriels récemment et qui pourraient être des très belles opportunités pour 2026. Donc on va les classer ensuite de la meilleure j'achète à la moins bonne à vendre. On commence directement sur la première action, Novo Nordisk, qui donc a sorti ses résultats, des résultats qui sont quand même très mitigés. Alors on a des ventes de Novo qui ont augmenté de 6% en couronne danoise, mais par contre 10% à taux de change constant, donc très intéressant là-dessus. Même si on n'est pas aux alentours des 20% comme auparavant, on reste sur une belle croissance de plus de 10%. Donc ça c'est très très bon pour atteindre du coup 309 milliards de couronnes danoises en 2025, ce qui correspond quand même à un très gros chiffre d'affaires en dollars. Le résultat d'exploitation, lui, a diminué de 1%. Bon, c'est normal, hein, ça reflète des difficultés actuelles de Novo Nordisk. Ça ne me choque pas en tout cas qu'on ait des difficultés par rapport à ça, mais il ne faudrait pas que ça reste trop longtemps non plus. Et comme ils nous disent, du coup, sans les coûts liés à la transformation globale de l'entreprise, estimée à environ 8 milliards de couronnes danoises, le résultat d'exploitation aurait progressé de 6% en couronne danoise et de 13% à taux de change constant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les coûts problématiques, on va dire, à cause de la refonte de l'entreprise, etc., qui actuellement a de grosses difficultés, n'étaient pas intervenus, hein, donc on parle quand même de 8 milliards de couronnes danoises, eh bien le résultat d'exploitation aurait progressé de 6% en couronne danoise, donc tout comme le chiffre d'affaires, et de 13% en taux de change constant, à l'inverse des 10% pour le chiffre d'affaires. Donc ça aurait voulu dire qu'à taux de change constant, on aurait eu une amélioration de la marge opérationnelle s'il n'y avait pas eu lieu à de très mauvais coûts pour la restructuration globale de l'entreprise. Ils nous disent que les ventes aux États-Unis ont progressé de 3%, qui est vraiment leur gros marché. Donc ça c'est un petit peu léger, mais comme on peut le voir, 8% à taux de change constant. Le dollar a notamment beaucoup déprécié, donc ça s'explique je pense par cela. On a des ventes à l'international qui elles ont augmenté de 10%, donc là aussi c'est intéressant, mais ça l'est moins que les États-Unis, parce que les États-Unis c'est le marché, c'est là où il y a Eli Lilly notamment, qui est le gros concurrent de Novo Nordisk. Donc c'est là-bas qu'il faudrait aller chercher des parts de marché, mais ça reste quand même 14% à taux de change constant sur les ventes à l'international. Donc les ventes, on va dire, ailleurs des États-Unis qui sont quand même plutôt très très intéressantes. À côté de ça, on a le chiffre d'affaires des activités liées à l'obésité et au diabète, donc vraiment le secteur principal de Novo, qui a progressé de 7%, donc c'est un petit peu léger, 10% en taux de change constant, et principalement grâce à la croissance de 26% des ventes de soins contre l'obésité, soit 31% à taux de change constant, donc ça c'est super intéressant. Par contre, 2% des ventes de traitements contre le diabète par inhibiteur du GLP-1, donc ça c'est vraiment les seringues que les personnes s'infligent du coup pour diminuer le diabète. Donc très intéressant par rapport à l'obésité et aux soins contre l'obésité, mais beaucoup moins intéressant au niveau des ventes pour les traitements contre le diabète. Et ça pour le coup, on préférait que la croissance accélère un petit peu. Donc peut-être que l'arrivée des pilules pourrait être avantageuse pour l'entreprise, car elle pourrait potentiellement faire exploser les ventes de traitements contre le diabète avec des revenus potentiellement récurrents à prendre comme si c'était un bonbon chaque semaine, on va dire. Et là, pour le coup, ça pourrait effectivement refaire partir la croissance un petit peu de Novo Nordisk. À noter également que le chiffre d'affaires des maladies rares a progressé de 5%, 9% en taux de change constant, c'est pas énorme, de toute manière, c'est pas leur marché principal. Et là maintenant, on arrive au problème de Novo Nordisk avec les guidance, donc les prévisions de résultats pour 2026, avec une croissance des ventes qui devrait être compris entre moins 5 et moins 13% de croissance à taux de change constant, ce qui est quand même extrêmement mauvais, hein. Moins 13%, sachant que cette année on a fait 10% en chiffre d'affaires, donc c'est vraiment vraiment pas terrible. On a une croissance des ventes donc qui est pas exceptionnel. Les perspectives de vente sont impactées par la baisse des prix qui sont réalisés notamment en raison de l'accord de la nation la plus favorisée aux États-Unis et de l'expiration du brevet de la molécule de sémaglutide sur certains marchés d'immuno-oncologie ainsi que par la concurrence. Donc là, on arrive quand même sur une entreprise qui doit baisser ses prix de manière obligatoire, donc qui pour continuer d'avoir une croissance du chiffre d'affaires doit augmenter ses volumes, sauf qu'on a une concurrence et des brevets en moins, et donc une très grosse difficulté pour l'entreprise Novo Nordisk, et ça on n'aime pas du tout voir ce genre de phénomène arriver sur ces entreprises-là. Donc là pour le coup on est sur une très très mauvaise nouvelle, et ça s'explique notamment pour la baisse du cours, hein. On était descendu au plus bas à 287 couronnes danoises. On avait repris à peu près, on va dire,
40% hein, quasiment. Et depuis les résultats, on a chuté de plus de 30%. Novo Nordisk est quand même vachement volatile en ce moment parce qu'il y a des bonnes nouvelles d'un côté, des mauvaises nouvelles de l'autre. Le fait est que aujourd'hui quand même, les perspectives de vente sont tellement impactées par la concurrence, la baisse des tarifs et également les brevets qui ne sont pas forcément très intéressants. Là pour le coup, ça commence à faire très très mal pour Novo Nordisk. Faudrait pas que ça continue comme ça pendant très longtemps. Ils nous disent tout de même que le marché des agonistes du GLP-1 devrait donc poursuivre son expansion. Donc ils disent que effectivement ils ont une chute de leurs ventes, mais qu'on n'est pas sur un marché qui est mature et qui est mort. Ils nous disent également qu'ils vont lancer de nouveaux traitements tels que Wegovy R, donc les comprimés qu'on peut avaler, qui sera plus simple donc pour élargir sa clientèle et accroître les volumes. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est accroître les volumes malgré les baisses de prix de vente. Et à côté de ça, la croissance du résultat d'exploitation devrait se situer entre -5 et -13%, ce qui signifie donc une marge d'exploitation qui serait relativement similaire. Ça c'est très intéressant par contre. On est sur certes des difficultés de l'entreprise, mais on n'a pas une marge d'exploitation qui diminue et ça pour le coup c'est très très bien. On a ici un petit mot du directeur général qui nous dit que Novo Nordisk a augmenté de 10% ses ventes à taux de change constant, ce qui a permis à 46 millions de personnes d'accéder à ces traitements innovants. 46 millions, c'est quand même une belle base d'utilisateurs, on va dire ça comme ça, malgré une année 2025 qui était plutôt difficile pour l'entreprise. En 2026, Novo Nordisk devra faire face à des difficultés de tarification dans un marché de plus en plus concurrentiel, donc ça c'est pas forcément très bon. Cependant, ils sont très encouragés par l'accueil prometteur réservé au lancement américain du traitement Wegovy R, donc les pilules orales, et ils restent confiants dans leur capacité à stimuler la croissance des volumes au cours des prochaines années. Cette année, ils attendent également avec intérêt les décisions réglementaires qui concernent d'autres traitements, qu'on va dire de nouvelle génération, donc encore plus prometteurs potentiellement, et qui pourraient donner des résultats assez intéressants. Donc maintenant, on va s'intéresser à la valorisation, voir si Novo Nordisk pourrait être intéressant. Comme on peut le voir, on est à 47 fois le price to free cash flow. On était seulement à 17 récemment. Alors pourquoi une telle explosion? Tout simplement parce que le free cash flow de l'entreprise a clairement chuté. Comme on peut le voir sur les 15 dernières années, on est passé de quasiment 12 milliards à un price to free cash flow de 5 milliards, de 4,6 milliards même, qui n'avait pas été vu depuis 2020-2021 à peu près. Donc c'est pas forcément très très cool de voir ça. Et donc ça nous amène à un price to free cash flow très élevé qui va nécessiter du coup une belle croissance du free cash flow pour réellement que ce soit justifié d'acheter Novo Nordisk à ce prix-là. Mais comme on peut le voir, on n'est pas sûr que le free cash flow augmente si vite que ça sur les prochaines années. On n'est pas sûr que le free cash flow revienne aux alentours des 12 milliards comme en 2025 assez rapidement. Donc à voir un petit peu, on va essayer donc de valoriser l'entreprise. Donc j'ai déjà noté le nombre d'actions, le cash, la dette et les free cash flow de l'entreprise en dollars, ce qui nous donne du coup 47 dollars de prix actuel et un prix d'achat si on utilise une croissance du free cash flow de 12% et un price to free cash flow à 24, un prix d'achat à 48,66 dollars, donc approximativement similaire au prix actuel. C'est quand même très compliqué de s'imaginer à l'heure actuelle une croissance de 12% par an sur les 10 prochaines années pour Novo Nordisk, mais c'est possible. On sait que par le passé, ça a déjà été fait, que c'est une entreprise de très belle qualité. Après, on pourrait potentiellement diminuer un petit peu la marge de sécurité et peut-être faire 10% par an plus tôt, et là, on tomberait sur un prix d'achat à 62%. Donc là, on pourrait diminuer peut-être le price to free cash flow à 22 et la croissance du free cash flow peut-être à 9%. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant déjà. Et donc, effectivement, pour faire 10% de croissance, là, on pourrait être sur un prix d'achat qui est assez optimal. Moi, par contre, je préfère battre le S&P 500, faire plus de 10-11% par an. Et là, pour le coup, on serait sur une surévaluation de 20% quasiment. 20%, ce qui nous mènerait sur des prix inférieurs à 40 dollars. Ça fait quand même très très cher. Ça fait très cher l'action, surtout qu'on a des difficultés. Donc voilà, c'est vraiment selon votre conviction pour Novo Nordisk. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer Novo Nordisk revenir à ses plus hauts niveaux de 2024-2025 ou est-ce que vous pensez que la concurrence, etc. va les impacter beaucoup trop et qu'elle va continuer de perdre des parts de marché, etc. Moi, j'estime que les volumes vont continuer d'augmenter sur les prochaines années. Par contre, les prix, ça risque d'être un peu plus compliqué. En plus, on est sur un marché qui est très réglementé, très critique. Donc, je ne suis pas sûr que les États-Unis y mettent pas leur petit grain de sel. Et pour le coup, c'est là-dessus que je vais donc juger Novo Nordisk comme non pas une action à acheter, non pas une action qui a sorti un bon trimestre mais qui est chère, mais plutôt une entreprise qui a sorti un mauvais trimestre et qui pourrait être tout de même une opportunité si on croit en l'entreprise.
Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et également à m'envoyer screener par mail que vous trouverez donc dans la description pour recevoir ce screener d'action complet avec des dossiers comme valorisation, fondamentaux, mais également mon portefeuille que vous allez pouvoir donc remplir avec le vôtre, une partie business pour connaître les questions que je me pose avant d'investir dans quelconque business pour faire mon analyse complète de A à Z et également la partie checklist sur laquelle je valide vraiment les éléments de base de toute entreprise avec également une partie données à remplir pour avoir les fondamentaux qui sont remplis ici automatiquement et une partie de transcript pour ranger vos documents les plus précieux sur l'entreprise. En tout cas voilà, n'hésitez pas à m'envoyer screener, vous retrouverez mon mail dans la description. On passe à la suite. On passe désormais à Enphase, donc Enphase qui a sorti ses résultats, qui récemment est un petit peu en difficulté, qui est une entreprise dans la technologie énergétique qui conçoit et fabrique des micro-onduleurs solaires, donc pour en fait s'adapter aux panneaux solaires tout simplement, pour faire du système de stockage d'énergie par batterie. Et comme on peut le voir sur l'année, on a perdu 21% et sur 5 ans, moins 76 avec un gros pic à 336$. Désormais, on n'est plus qu'à 49, soit moins 84$. Donc très compliqué pour Enphase. J'ai vu avec ChatGPT pour voir ce qu'il me proposait comme résumé. Donc on voit que l'analyse du Q4, il va nous faire donc sa version. Il nous montre une entreprise qui est toujours rentable, qui est très solide financièrement, mais qui évolue dans un marché encore déprimé et surtout en Europe. Donc pour vous donner le topo, le contexte, on est sur une boîte qui est encore rentable, qui arrive à générer des marges, mais qui a beaucoup de difficultés parce que le marché est, comme il dit, déprimé, c'est-à-dire que on a des croissances qui sont très faibles, très mous et on a vraiment du mal. Donc c'est pas une entreprise comme il nous dit en crise, mais ce n'est pas une entreprise qui a une forte reprise de ses ventes comme auparavant. Auparavant, on était quasiment sur du 30% de croissance du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 4-5%, on va voir ça tout de suite. Au niveau du chiffre d'affaires trimestriel, on a un chiffre d'affaires à 343 millions de dollars, en baisse par rapport au trimestre précédent, avec une marge brute de 46%, ça reste quand même très intéressant. On a un bénéfice net à 93 millions, donc soit à peu près une marge nette de quasiment 20-30%. Donc là aussi, pour le coup, c'est quand même super intéressant parce qu'on reste très rentable malgré beaucoup de difficultés. On a également des flux de trésorerie, donc du free cash flow qui est à hauteur de 37,8 millions de dollars. Donc ça, c'est vraiment le cash qui est généré à la toute fin de l'exercice. Là, pour le coup, 38 millions, on est extrêmement faible. On regardera par la suite, notamment Enphase. Si on regarde, on va voir que le free cash flow a très largement chuté également, tout comme Novo Nordisk. On était passé de 865 millions à aujourd'hui 95 millions de free cash flow, avec notamment, du coup, comme on l'a vu, 37 millions sur un trimestre, ce qui est très 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 faible, et une trésorerie totale de 1,51 milliard. Par contre, ça c'est très bon, on n'est pas du tout endetté là-dessus. Donc voilà, Enphase génère encore beaucoup d'argent, mais elle a des difficultés, et par contre, on a une énorme réserve de sécurité. Pour ce qui est des ventes aux États-Unis, les ventes réelles aux installateurs ont augmenté de 21% par rapport au trimestre précédent, donc le meilleur niveau depuis 2 ans. Ça c'est très intéressant, ça veut dire que la demande aux États-Unis repart. On a des clients qui ont accéléré leurs installations avant la fin de l'avantage fiscal. Ça, c'est moins cool. Ça veut dire qu'ils profitent de la fin de l'avantage fiscal pour faire leurs panneaux solaires maintenant, faire leurs commandes d'installation maintenant. Ce qui signifie que c'est des gens qui ne feront pas de commandes plus tard. Donc potentiellement que dans la guidance, ça pourrait se matérialiser et ça pourrait être du coup une guidance beaucoup moins intéressante. Et à côté de ça, on a également les stocks chez les distributeurs qui sont revenus à des niveaux beaucoup plus normaux. On avait effectivement énormément fait de stocks dans les années 2021-2022 parce qu'il y avait énormément de demandes, et aujourd'hui, vu qu'il y a moins de demandes, on avait beaucoup de stocks, et aujourd'hui ces stocks commencent à revenir à un niveau beaucoup plus normal. Donc les Américains recommencent à acheter des systèmes de panneaux solaires. Par contre, pour ce qui est de l'Europe, là c'est beaucoup plus compliqué. On a une baisse d'environ 29% par rapport au trimestre précédent. Donc ça, c'est vraiment pas bon, avec la direction qui nous parle clairement d'un affaiblissement continu de la demande. Donc vraiment l'Europe qui s'effondre de plus en plus vers, comme il nous dit, un point faible à court terme, et notamment à cause de taux élevés, de moins d'aide publique, d'un marché qui est saturé. On a également la marge qui a subi une baisse temporaire
avec notamment des droits de douane qui ont effectivement diminué la marge de l'entreprise. Et on a également des volumes qui sont encore limités, notamment parce que le marché ne repart pas, tout simplement pour l'instant. Donc voilà, ces facteurs sont temporaires, évidemment, les droits de douane, ça ne restera pas à tout jamais. Les volumes également, on peut avoir des volumes qui réexplosent, et également évidemment des volumes qui rebaissent, mais en tout cas c'est temporaire. Et donc sans ces taxes de droits de douane, donc taxes à l'importation, on aurait des marges qui seraient au-dessus de 50%, ce qui est vraiment exceptionnel dans l'industrie, ce qui montre une très belle rentabilité d'Enphase. Comme on va pouvoir le voir juste ici, Enphase, c'est pas forcément une entreprise de qualité, comme on peut le voir. On a une croissance du chiffre d'affaires qui est très bonne, mais pas forcément du cash et du free cash flow. On a des marges qui sont nettes, qui sont pas exceptionnelles non plus, des marges de free cash flow qui sont pas exceptionnelles. Mais comme on peut le voir, il y a 5 ans, quand l'entreprise avait beaucoup moins de difficultés, là on était sur de très belles marges, avec des marges brutes aux alentours de 45%, qui aujourd'hui sont en augmentation et qui seraient supérieures à 50% si on enlevait les taxes de droits de douane. On a des marges opérationnelles au-dessus de 20% il y a 5 ans, donc ça aussi ça aurait été de très belles marges si elles étaient restées aujourd'hui. Donc si le marché repart, on pourrait avoir de belles marges. Pareil pour la marge nette et pareil pour la marge de free cash flow à 19,8%, ce qui signifie que Enphase est une entreprise très rentable. On a pareil ici pour les retours sur investissement, 0,2% aujourd'hui, c'est extrêmement faible, c'est pas du tout un critère validé. Par contre, il y a 5 ans, on était à plus de 23%. Donc là, pour le coup, on est à plus de 15%, ce qui signifie qu'on est vraiment sur une belle rentabilité. Donc là aussi, encore une fois, on est sur une entreprise qui pouvait être un très beau business. Pareil pour les SBC, Stock Based Compensation, donc les rémunérations en actions qui étaient assez faibles, 22%. Aujourd'hui, vu que le free cash flow a vachement diminué, on est quasiment à l'entièreté du free cash flow en SBC. Donc autrement dit, Enphase n'est plus rentable aujourd'hui, elle est vraiment à la limite pile, étant donné que les SBC couvrent le free cash flow. Et pour ce qui est du CAPEX, on est pareil. Les rachats d'actions, là pour le coup, on avait quelques rachats d'actions parce que l'action est sous-évaluée selon l'entreprise. Donc voilà, on voit qu'il y a 5 ans, quand l'entreprise avait une belle perfection, on va dire ça comme ça, des belles ventes, des belles croissances, de la belle demande, des beaux produits, et bien effectivement ça marchait bien et l'entreprise Enphase pouvait être une entreprise de très belle qualité. Par contre pour le coup actuellement on est sur une entreprise qui a beaucoup de difficultés, qui vraiment se maintient pour survivre et voilà, qui n'est pas en crise mais pas loin. Au niveau des produits, Enphase ne vend plus seulement des onduleurs solaires, mais un système énergétique complet pour la maison, tout simplement, avec notamment des nouveaux onduleurs commerciaux pour une technologie plus efficace. Ça permet d'entrer plus fortement sur le marché des entreprises, qui est évidemment un très gros marché. Le coût énergétique des entreprises, c'est vraiment la base des économies. Les entreprises vont essayer à tout prix de diminuer le plus possible leurs coûts, et si Enphase peut leur permettre de faire ça, ils seront très preneurs. On a également le logiciel PowerMatch qui permet d'utiliser l'énergie des batteries plus efficacement, jusqu'à 40% de performance en plus. Donc là c'est pareil, que ce soit pour les entreprises ou pour nous les particuliers, c'est très intéressant. Et on a également des bornes de recharge pour voitures électriques, y compris future version capable de renvoyer l'électricité vers la maison. Donc là aussi très intéressant, on a tout un écosystème Enphase qui se crée avec un très beau produit. Pour ce qui est des guidance, donc les prévisions de 2026, pour le premier trimestre 2026, Enphase y prévoit encore une baisse du chiffre d'affaires, ça c'est assez négatif, des marges qui sont encore un peu plus faibles et toujours un impact négatif des taxes douanières. Donc ça, c'est pas génial, mais comme on peut le voir, voilà, la direction préfère annoncer prudemment plutôt que de décevoir dans le trimestre prochain. Et d'ailleurs, ça se reçoit très bien en bourse. Si on regarde sur l'année, on a effectivement une perte de 20%, mais depuis décembre, on a pris 90%. On est passé de 26 $ à plus de 50 $. Donc si on regarde Enphase, par contre, comme on va pouvoir le voir, si on regarde sur le free cash flow, pareil, donc le price to free cash flow, on est à 70 également, c'est normal. On était tout simplement passé de à peu près 11 à un free cash flow qui avait fortement augmenté, quasiment x2. On était passé à 20 en décembre, mi-décembre. Et depuis, on a effectivement eu des résultats qui ont diminué le free cash flow de l'entreprise et qui font exploser le price to free cash flow. Donc là aussi, Enphase, on est sur un trimestre qui est plutôt ok, c'est pas un excellent trimestre. Par contre, du coup, ça devient extrêmement cher. Donc là aussi, c'est suivant vos convictions. Est-ce que vous pensez qu'Enphase va réussir à s'en sortir, à réussir à sortir une grosse croissance de son free cash flow? Ça, c'est à vous de voir. Si on regarde la valorisation, on peut entrer les différents critères. Donc un free cash flow qui passe de 217 à 95,9, donc 95 900 000. Donc là, c'est vraiment pas fou. On a une amélioration du cash à 1,512 milliard, donc ça c'est très très bon. Et pour ce qui est de la dette, on va aller dans les ratios. Hop, Financial Health,
et la total debt est à 1,204 milliard, ce qui est déjà le cas, donc ça c'est très bon. On voit donc que on n'est plus du tout sur les mêmes données, hein. Aujourd'hui on a un prix d'achat à 13,36$ pour une surévaluation de 73$ en partant de ce principe-là. Effectivement, hein, le price to free cash flow a explosé, le free cash flow a vachement diminué, donc il faudrait une bien plus grosse croissance. Donc là, il faudrait au moins se mettre aux alentours des peut-être 20 et avoir une croissance aujourd'hui de 15, peut-être 20%, non encore plus, hein, 25, ouais 25 et on va dire allez 30 fois le price to free cash flow, non peut-être 25, ouais c'est ça. On serait à peu près à 27 fois le free cash flow et 25% de croissance du free cash flow. On l'a vu, c'est possible tout simplement parce que Enphase a déjà dans le passé généré du free cash flow qui était aussi élevé, mais ça reste quand même des hypothèses qui sont assez compliquées, surtout qu'on est sur un marché toujours en difficulté. Voilà. Donc, surtout que là, on pourrait partir du principe que Enphase ne vaut pas 27 fois le free cash flow, mais plutôt 20 fois le free cash flow. Et là, pour le coup, on augmenterait peut-être à 28%, je pense, de croissance, non, 29%, voilà, de croissance sur les 10 prochaines années. C'est une croissance qui est énorme. 29% sur 10 ans, c'est dur à faire. Voilà. Donc pour moi, Enphase n'est pas une entreprise qui est à vendre, ce n'est pas non plus une entreprise qui est à acheter. Le trimestre a été relativement moyen. Pour moi, on serait plutôt sur du bon mais cher. Voilà, Enphase, bon mais cher. Novo Nordisk avait réalisé un mauvais trimestre avec une baisse des ventes. Là, pour le coup, Enphase sort un bon trimestre, mais avec des prévisions qui sont assez moyennes, donc difficile de réellement s'en sortir au niveau de la valorisation. Donc pour moi, elle est bonne, mais elle est chère. On passe désormais à Qualys. Qualys qui est une entreprise dans mon portefeuille, qui a du coup sorti ses résultats. Donc une croissance de 10% en 2025. Par contre, une prévision à 7-8% en 2026, donc gros ralentissement. J'espère que, évidemment, ça ne sera que du court terme. On va voir ça tout de suite. Donc Qualys qui reste une machine à cash très rentable, mais en phase de ralentissement progressif de la croissance, donc pas exceptionnel. On a par contre des marges exceptionnelles, ce qui est assez rare dans la cybersécurité. Il n'y a que quelques entreprises qui sont assez faibles. On a un cash qui est vraiment énorme, des rachats d'actions massifs, donc ce qui signifie que l'entreprise pense qu'elle est sous-évaluée, et une stratégie qui est sur le recentrage de la gestion du risque avant les attaques, donc vraiment la base du cœur de métier de Qualys, c'est-à-dire la prévention. Les chiffres importants du Q4, c'est donc le chiffre d'affaires qui a augmenté de 10% par rapport à l'année dernière, donc ce qui est plutôt conforme aux prévisions de l'année, sans réelle accélération. On a une marge brute à 83%, une marge opérationnelle à 34%, une marge nette à 30%, donc là une très 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 belle marge, donc voilà, très peu d'éditeurs SaaS dépassent durablement 40% d'EBITDA, évidemment. Donc ça, c'est très très bon. On a un cash flow opérationnel, par contre, qui a augmenté de 59%. Donc ça, c'est bien plus intéressant. On est à 75 millions de cash flow opérationnel. Donc si on regarde ce que ça donne Qualys, du coup, donc le cash flow opérationnel a beaucoup augmenté. Donc on peut imaginer que le free cash flow a augmenté également. Et comme on peut le voir, voilà, on est passé de 239 à 271 millions. Donc ça, c'est très intéressant. On a également 43% du chiffre d'affaires qui est converti en cash sur le trimestre, donc ça veut dire 43% de marge de free cash flow, ce qui est absolument monstrueux, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour Enphase par exemple, on était plutôt aux alentours des 2-3% actuellement. Là, 43%, c'est vraiment un business qui est ultra scalable et très peu capitalistique, donc avec très peu de besoins en capex. Sur l'année complète, on a plus 10% de croissance du chiffre d'affaires, on est à 669 millions, plus 14% du résultat, donc amélioration des marges, effectivement, en hausse. On a un cash flow opérationnel qui a augmenté de 37% et un free cash flow qui a augmenté de 31%, ce qui signifie qu'on a eu une baisse du capex parce que la croissance du free cash flow est plus élevée que la croissance du cash flow opérationnel. Et comme on peut le voir, on a 304 millions de free cash flow pour 309 millions de cash flow opérationnel, ce qui signifie qu'on a seulement 5 millions de dollars en capex, ce qui est extrêmement faible. Et donc voilà, Qualys transforme presque chaque dollar de revenu en un profit et en du cash. Et ça, pour le coup, c'est très intéressant. Ils nous disent également que le marché est quand même relativement saturé et donc que Qualys insiste sur sa plateforme unifiée, globale, dans une sorte d'écosystème d'entreprise, plutôt que sur un petit outil isolé. Donc voilà, ils essaient vraiment de créer quelque chose de grand qui pourrait attirer les entreprises. Et on a également une croissance plus lente, mais qui est stable et très rentable. C'est vraiment les mots de l'entreprise, du manager. Et ça a été plutôt mal accueilli, on va pas se mentir, sur la bourse. On a perdu 13,31%
au niveau des résultats et 16% sur les 5 derniers jours. Comme on peut le voir, Qualys, depuis ses plus hauts en 2023, on a perdu 46% quasiment. Le capital allocations, donc on a 200 millions sur le programme de rachat d'actions qui ont été ajoutés, avec notamment 183 millions qui ont été rachetés en 2025. Si on regarde aujourd'hui, Qualys vaut 4 milliards, donc l'entreprise rachète quand même une jolie part de son entreprise. Là, si on regarde 183 millions, on va faire donc 183,5 millions qu'on va multiplier par 100 et diviser par la capitalisation, donc 3 milliards 970 millions, et là ça veut dire que l'entreprise a racheté 4,6% de ses actions cette année uniquement, sachant qu'on est à plus de 100 millions encore, donc on va potentiellement pouvoir faire des rachats supplémentaires, et on a effectivement également une belle trésorerie à 700 millions, donc pas forcément de dette pour l'entreprise. Donc voilà, Qualys ne fait pas d'acquisition risquée, elle rend le cash aux actionnaires, donc ça c'est très bon, ça profite à nous, et elle réduit le nombre d'actions, ce qui monte effectivement l'EPS, donc l'earnings per share, le free cash flow également par action, ce qui nous permet à nous de profiter d'une belle amélioration des fondamentaux. Par contre, pour 2026, c'est un point assez important. Pour le Q1, on aurait 8 à 9% de croissance, donc une légère décélération par rapport au Q4 2025. Et pour l'année 2026, on aurait également un chiffre d'affaires qui serait entre 717 et 725 millions, avec une croissance de seulement 7-8%. Donc là, c'est un petit peu embêtant, effectivement. Il n'y a pas de réaccélération et Qualys, par contre, assume une trajectoire de maturité. Donc voilà, attention à ça. Je vais essayer de me renseigner un petit peu pour être sûr que l'entreprise ne stagne pas en bourse et qu'elle puisse quand même réussir à aller chercher de la croissance au-delà des rachats d'actions et du dividende, par exemple. Et on a également des difficultés à relancer la croissance au-delà de 10%. Si on reste aux alentours de 10%, ça ne me dérange pas. Par contre, il ne faudrait pas qu'on passe de 7 à 8, puis de 6 à 7, puis de 5 à 6, etc. etc. Voilà. Donc la conclusion, c'est que Qualys n'est pas une fusée, ça c'est clair, faut pas aller sur du Qualys si on veut faire du 30% par an, mais c'est une des entreprises les plus propres et rentables de la cybersécurité, donc très intéressant sur ce point. Si on regarde effectivement la valorisation de Qualys, on a effectivement une augmentation du free cash flow et donc un price to free cash flow à 14 qui, comme on peut le voir, est passé de 18 à 14,82, donc qui a fortement diminué, et on peut le voir, c'est quasiment l'un des plus bas niveaux. La dernière fois qu'on était à ce niveau-là, c'était en 2016, donc il y a très 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 longtemps désormais, plus de 10 ans maintenant. Et pour le coup, ça s'explique aussi aujourd'hui parce qu'on a une décélération de la croissance. Donc voilà, si on a de nouveau une belle accélération, qu'on continue de faire des rachats d'actions, qu'on continue d'avoir des belles marges, etc., Qualys pourrait effectivement repartir vraiment à la hausse. Par contre, sinon, on pourrait potentiellement stagner aux alentours des 15-20 de price to free cash flow. J'estime quand même qu'on est relativement sous-évalué à ce prix-là. On va regarder notamment la valorisation de Qualys. Donc on rentre effectivement les résultats et on se retrouve à l'heure actuelle pour faire 13% de croissance à un prix d'achat de 120 $. Si on fait 4% de croissance du free cash flow et 18 de price to free cash flow. Alors on pourrait être un petit peu plus conservateur, j'ai envie de dire, sur le price to free cash flow. On pourrait peut-être aller vers les 15-16 peut-être. Et là, du coup, effectivement, on aurait un prix juste à 110 $, comme le prix actuel, pour 4% de croissance du free cash flow. Moi, personnellement, j'estime qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut en termes de free cash flow. Là, il faut quand même partir du principe qu'on est à 7-8% de croissance. On va dire qu'on pourrait avoir une croissance du chiffre d'affaires, si on n'a pas de réaccélération, à 5-6% sur 10 ans, avec une amélioration des marges qui pourrait dire, on va dire au minimum 6% de free cash flow, ce qui signifierait donc un price to free cash flow à 12 peut-être, 12, 13, ce qui serait quand même ultra faible. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui, Qualys, ça vaut quand même 16 fois le free cash flow et 6% de croissance du free cash flow, ce qui signifierait un prix d'achat aux alentours des 124 $. Et c'est pourquoi Qualys, je la mets en j'achète. Effectivement, on n'est pas sur un trimestre exceptionnel, mais c'est pas forcément un trimestre qui est mauvais. On a amélioration des marges, on a une croissance qui a été bien réalisée par rapport aux prévisions de 2025, etc., etc. Et pour le coup, on a quand même une confiance dans la rentabilité et ça m'intéresse beaucoup. Donc moi j'achète complètement Qualys. On termine avec Fortinet, donc qui nous a sorti ses résultats également, avec une année 2025 très solide, portée par une croissance à 2 chiffres de ses revenus et de ses billings, donc des revenus futurs. On a un chiffre d'affaires qui a augmenté de 15% sur un an à 1,91 milliard, des revenus produits, donc le hardware qui a progressé de 20%, les facturations pour l'avenir qui a progressé de 18%, une marge opérationnelle à 37%, donc là c'est très bon, et sur l'année complète 6,8 milliards de chiffre
chiffre d'affaires, donc plus 14%. Donc on voit une certaine réaccélération du chiffre d'affaires sur le Q4 2025, avec un flux de trésorerie à 2,21 milliards. Donc là, une très très belle marge de free cash flow également, avec une règle des 45 qui a été respectée. Donc la règle des 45, c'est la croissance plus les marges, et il faut que ça fasse plus 45. Et effectivement, là, on a une croissance qui est de 15%. Donc 15, il faudrait donc des marges à 30, sauf qu'on voit qu'on a des marges à 37, donc on est plutôt sur une règle des 54 actuellement. L'avantage compétitif également, donc Xi, donc le PDG, qui affirme que leur solution est plus facile à adopter car elle repose sur un système d'exploitation unique, FortiOS, et offre un coût total de possession bien inférieur à celui de la concurrence. Donc c'est plus simple que les concurrents à adopter parce que c'est une plateforme, un écosystème, et en plus de ça, c'est bien inférieur en termes de coût performance, donc ça c'est très intéressant. Pour la guidance, on est sur un chiffre d'affaires à 1,7, 1,76 pour une marge brute à 80-81%, donc très intéressant. Le chiffre d'affaires annuel serait aux alentours des 7,5, 7,7 milliards de dollars, donc très intéressant, avec des billings de 8,4 à 8,6 milliards de dollars également, et les revenus des services qui devraient représenter entre 5 et 5,15 milliards de dollars, montrant une transition vers un modèle de revenus récurrents. En effet, plus on a une augmentation du hardware, donc plus 20% comme on l'a vu sur ces résultats du Q4, plus on va avoir une augmentation des services qui vont aller avec évidemment juste après, et donc des revenus récurrents. On a le conseil d'administration qui a autorisé une augmentation de 1 milliard de dollars du programme de rachat d'actions, portant le total autorisé à 10,25 milliards de dollars jusqu'en février 2027. Donc il y a 10 milliards de dollars qui vont partir d'ici les 2 prochaines années. Si on regarde 10 milliards de dollars, c'est ça, j'avais dit, ouais c'est ça, 10 milliards, on est sur quasiment 15% de la market cap, donc pour le coup Qualys qui pourrait fortement croître son bénéfice et sa capitalisation boursière sur les prochaines années. On a également Fortinet qui a annoncé une solution intégrée avec Nvidia pour sécuriser les infrastructures liées à l'IA, donc les AI Factory. Donc ça c'est très bien également, ils sont très bien positionnés pour profiter de l'accélération dans l'IA. Donc Fortinet s'appuie vraiment sur sa base historique solide de pare-feu pour conquérir le marché du SASE et des opérations de sécurité tout en maintenant une rentabilité élevée qui lui permet de racheter massivement ses propres actions. Si on regarde ce que ça donne, Fortinet, entreprise évidemment d'excellente qualité avec des très belles croissances, et au niveau de la valorisation, donc là ça nous donne de très beaux chiffres, et donc pour justifier un prix actuel à 83 $, il faudrait potentiellement donc un price to free cash flow aux alentours des 25 et une croissance du free cash flow aux alentours des 13% et peut-être 23%. Ça pourrait être, non, 24 du coup j'imagine, ouais c'est ça. Donc on serait à 24 de price to free cash flow, ce qui paraît relativement calme pour Fortinet. On va aller regarder ça tout de suite. Fortinet c'est une entreprise qui s'est souvent valorisée très cher parce que c'est une entreprise de très belle qualité, comme on peut le voir sur les 10-15 dernières années. Effectivement, depuis à peu près 2020, on n'a jamais réellement été en dessous des 20. Je dirais même depuis 2019. Depuis 2019, on n'a jamais été en dessous des 20. Le plus bas qu'on a eu, c'était 22 de price to free cash flow. Donc en réalité, 24, ça paraît quand même relativement sécurisé. On pourrait même être peut-être plus optimiste par la suite, peut-être aux alentours des 26 et diminuer un petit peu la croissance du free cash flow à 12% peut-être. Voilà. Et donc effectivement, ça nous donnerait donc de beaux résultats. À vous de voir désormais si ces hypothèses-là vous paraissent effectivement plutôt conservatrices, plutôt optimistes. Moi, je pense que c'est quand même assez neutre. Je pense qu'on est sur une juste valeur actuellement, mais du coup, ça ne représente pas un achat pour moi. Je pense qu'on est sur une entreprise qui a une juste valeur. C'est pas l'opportunité du siècle, en tout cas à 83 $. Donc c'est pourquoi moi, Fortinet, je vais quand même le mettre en j'achète, parce qu'on a fait un excellent trimestre et des excellentes guidance. Par contre, on est encore légèrement cher pour que j'achète, donc j'hésite, mais en même temps je la mettrai pas au même niveau qu'Enphase. Enphase pour le coup c'était un bon trimestre qui était relativement ok, mais on était vraiment très cher. Fortinet on n'est pas vraiment très cher, surtout si on fait 10% par exemple. Si on veut faire 10% de croissance et pas 13% de performance par an, là pour le coup je pense qu'on peut acheter l'action beaucoup moins cher. On peut peut-être l'acheter avec 10% de croissance et un price to free cash flow aux alentours des 25 peut-être, non un petit peu moins. Donc pour faire 10% de performance par an avec Fortinet, il faudrait 23 de price to free cash flow et 10 de croissance du free cash flow, ce qui paraît très honnêtement faisable. Donc voilà, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je veux faire plus de 13%, mais ça paraît quand même relativement ok. C'est pourquoi je vais la mettre derrière Qualys. C'est pas une belle opportunité comme Qualys, mais on est sur une très belle entreprise qui peut représenter tout de même un achat si on veut faire du 10-11% par an sur les prochaines années. Donc là, pour le coup, ça peut être beaucoup plus intéressant. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ce classement vous paraît effectivement
réel ou si vous avez d'autres convictions selon vous d'après ces résultats-là. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker et n'oubliez pas également de m'écrire par mail screener pour que je vous envoie mon screener d'action comme celui-ci dans lequel vous pourrez trouver les dossiers valorisation, fondamentaux, etc. totalement gratuitement. C'était Antoine, ciao!